En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat spécial Gilets jaunes. Avec moi pour décrypter l'actualité médiatique de la semaine, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Les médias ont mis du temps à admettre que l'ultra-droite n'était pas à la manœuvre le 24 novembre sur les Champs-Élysées. Un manque d'analyse inquiétant. Les Gilets jaunes et les journalistes se regardent avec méfiance. Plusieurs journalistes sont pleins d'agressions. Une animosité qu'ils semblent peiner à expliquer. Tous les médias internationaux avaient les yeux tournés vers les Champs-Élysées. Et l'image d'Emmanuel Macron à l'international a été touchée. Bien entendu, vous retrouverez dans ce numéro le zapping et les tweets de la semaine. Pour de nombreux médias, les casseurs de la manifestation des Gilets jaunes du 24 novembre seraient de l'ultra-droite. Un terme qui nous vient tout droit de Christophe Castaner. On regarde la vidéo tout de suite. Sur Paris, on voit une évolution. À l'appel de Marine Le Pen, qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées, effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Donc après avoir vu cette vidéo, Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire sur le terme ultra-droite ? Le terme d'ultra-droite, c'est un terme de novlangue. C'est un terme d'ailleurs qui a été inventé par les services, par la police politique, à l'occasion du démantèlement de deux pseudo-groupuscules qui préparaient soi-disant des attentats. En fait, il est apparu à la suite que tout ça était totalement bidon, mais ils ont lancé le terme d'ultra-droite. Donc c'est le gouvernement actuel qui a lancé ce terme. Pourquoi ? Parce que extrême droite a tellement été utilisée que finalement ça commence à ne plus faire peur à grand monde. Donc on invente un nouveau terme censé faire encore plus peur. Alors après ça sera peut-être l'ultra méga droite ou la méga ultra extrême droite, je ne sais pas. Mais c'est de la novlangue. Ça ne correspond à rien. Il n'y a pas de groupe d'ultra droite. Il y a le Rassemblement national, qui est un mouvement politique, et puis il y a des mouvements sociétaux, comme les identitaires, par exemple. Tout ça n'est pas d'ultra-droite. Bon, en attendant la giga-droite, les médias ont donc repris ce terme à deux reprises. Sur des live tweets notamment, on a par exemple BFM TV qui note que des membres de l'ultra-droite ont infiltré la manifestation des Gilets jaunes, ou encore Le Point, qui en direct déclare l'extrême droite, alors c'est pas le même terme mais l'idée est là, fait basculer la manifestation dans la violence. Et donc les médias ne se sont pas arrêtés là puisque le lendemain, ils ont essayé de s'appuyer sur d'autres éléments que les propos du ministre de l'Intérieur et ils ont donc noté la présence de drapeaux qui seraient des marqueurs de l'ultra-droite. On va regarder une vidéo tout de suite. Plusieurs signes ont permis aux autorités de reconnaître des membres de l'extrême droite, comme certains drapeaux et slogans. Alors là, je dois dire, on est sur TF1 20h, c'est-à-dire ce qui est le plus regardé par les Français. On a un sommet de désinformation, c'est de la désinformation synthétique, c'est admirable. On nous dit, il y a des drapeaux de l'extrême droite. Alors c'est terrifiant, il y a effectivement un drapeau français et un drapeau français avec la croix de Lorraine. Alors là, c'est vraiment l'ultra-droite la plus terrible, hein. Et puis, il y a des slogans aussi d'ultra-droite. Alors c'est toujours terrible, c'est la Marseillaise. Voilà. Et c'est TF1 20h. Vraiment, c'est hallucinant, quoi. Alors, on a une autre vidéo qui nous montre cette assimilation entre drapeau et ultra-droite. On va la regarder tout de suite. Parmi les manifestants qui haussent le ton, certains brandissent des drapeaux identitaires, royalistes ou régionalistes. Ce sociologue décrypte les images.
Vu les drapeaux et la situation autour, avec ce niveau d'équipement, le modus operandi, des gens qui savent très bien faire, qui ont les sacs à dos, des casques, qui savent très bien, qui sont particulièrement aguerris, je pense que ce sont quand même des identitaires. Alors, je crois que là, il y a la confusion volontaire, je pense, de la part des journalistes de BFM et de leurs soi-disant experts qui reconnaît un identitaire derrière des gens très équipés, comme sont équipés les Black Blocs et avec les couleurs des Black Blocs. Tout ça est un amalgame incroyable. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un certain nombre de groupes qui ont défilé avec des drapeaux régionaux, avec des drapeaux bretons, avec des drapeaux savoyards, avec des drapeaux basques. C'est pas spécialement de droite ou de gauche d'ailleurs, mais il y avait des drapeaux régionaux, ce qui était plutôt sympathique. Il y a eu pas mal de drapeaux français. Et les identitaires ont fait un petit cortège. Nous sommes chez nous, à visage découvert dans la manifestation. Ça n'a rien à voir avec les affrontements qui ont pu avoir lieu à certains moments de la journée, en particulier le soir, mais pas seulement, avec les policiers. Il y avait tout le monde dans cette manifestation. Il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de droite, il y avait des identitaires, il y avait des gens de la France Insoumise. Moi, j'ai vu des gens de la France Insoumise siglés France Insoumise, avec le look bourgeois et puis le petit logo. Bon, très bien. Voilà, c'est pas, ça n'a rien à voir, ça, avec les violences ou les casseurs. Alors pour les médias, malgré tout, c'est l'ultra-droite qui est ciblée. Donc le lendemain, en plus de ces drapeaux, on a des médias qui continuent à évoquer ce rôle de l'ultra-droite, tout en écrivant, et c'est le cas d'Europe 1, que les interpellés finalement ne font pas partie de l'ultra-droite. Et on a quelque chose d'intéressant dans cet article d'Europe 1 que vous pourrez commenter, c'est la mention que le profil dominant chez les interpellés, c'est celui d'un homme européen inconnu des services de police. Donc l'homme européen, c'est assez étonnant. Bah oui, c'est assez étonnant parce qu'on ne dirait pas l'homme africain ou l'homme maghrébin, mais on dit l'homme européen. En l'occurrence, c'est sûrement vrai. C'est pas absurde que parmi les interpellés, parmi les manifestants, il y ait des hommes européens, parce que cette manifestation était essentiellement une manifestation d'hommes européens. 99% des gens présents étaient d'origine européenne, pas uniquement hommes, puisqu'il y avait quand même des femmes, peut-être un peu moins que sur les barrages, mais il y avait aussi des femmes. Bon, donc c'est pas tellement surprenant. L'autre élément, c'est que ce sont des gens inconnus de 30 à 45 ans, je crois de 25 à 45 ans, ou 25 à 40 ans, donc des gens encore assez jeunes, pas très jeunes d'ailleurs, mais encore assez jeunes, et inconnus des services de police. Or, ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent l'ultra-droite, a priori, si les policiers les reconnaissent, ils nous ont même dit, je crois que c'est M. Delpech, le préfet de police, qui nous a dit on les suit, donc on les connaît, on les fiche. Donc, ils n'ont pas arrêté ces gens-là. Voilà, ça me paraît clair. Ils n'ont pas arrêté parce qu'ils n'avaient pas de raison de les arrêter, d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant dans le traitement médiatique de tout ça, c'est que les médias ne font pas un travail de recherche particulier. On a vu un sociologue qui était interviewé, mais on n'a pas beaucoup plus d'éléments. Un sociologue, c'est bidon, ça. Totalement bidon. En tout cas, il était interrogé. Oui, c'est précisément pour ça qu'il était interrogé. Peut-être, effectivement. Et finalement, malgré tout, les médias ont été obligés de reconnaître que c'était peut-être l'extrême gauche qui était à la baguette. On a un article du Point intitulé « Gilets jaunes, les meneurs des casseurs appartiendraient à l'extrême gauche » qui reprend une information d'RTL. Et puis on a également un bon travail journalistique de Valeurs Actuelles qui ne s'est pas contenté de l'avis d'un sociologue et de l'avis du ministre de l'Intérieur et qui a donc été enquêté auprès des policiers et de sources préfectorales. Et l'article est titré « Casseurs d'ultra-droite, le mensonge de Christophe Castaner ». Et dans cet article, on apprend que les services de renseignement ont fourni au ministère de l'Intérieur une note avec la présence de membres de l'ultra-droite ou de l'extrême droite ou de la droite radicale, comme on veut, mais aussi de l'extrême gauche. Et les policiers notent dans l'article de Valeurs Actuelles, ce n'est absolument pas le ton de ce qu'on a transmis au ministre en s'indignant de la récupération politique et de la focalisation sur un camp. Il note également que, incontestablement, ce sont des anarchistes, des gens qui se retrouvent à Notre-Dame-des-Landes,
Et enfin, un préfet qui connaît bien les populations dites extrêmes déclare « Seule l'ultra-gauche a cette capacité et ce savoir-faire ». Donc là, on est dans ceux qui sont dans l'affrontement avec les policiers. Donc on a là un travail journalistique effectué par Valeurs Actuelles, mais qui n'a pas été effectué par les autres médias. Non, alors les autres médias, je crois, ils ont repris. C'est le cas dans les régimes totalitaires. Dans les régimes totalitaires, les médias reprennent systématiquement le point de vue du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Bon, je crois qu'on est dans un régime totalitaire imparfait, puisque quand même, on a les réseaux sociaux pour s'informer, on a des journaux quand même comme Valeurs Actuelles qui disent des choses un petit peu différentes. Mais on est dans un régime, on va dire, pré-totalitaire, où les médias reprennent purement et simplement la désinformation émanant du gouvernement et du ministre de la police. Je dois dire, moi comme vous, Nicolas, j'étais sur les Champs-Élysées samedi matin. Ce qui m'a frappé, c'est deux choses. C'est le calme de l'essentiel de la manifestation, alors que très très tôt, la police a lancé des gaz lacrymogènes et les canons à eau. C'est très rare qu'on engage les canons à eau. Ils les ont engagés à peu près à 10h du matin, alors qu'il ne s'était pratiquement rien passé et que les gens commençaient à peine à arriver sur les Champs-Élysées. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai reçu des messages SMS de correspondants extérieurs qui me disaient « mais qu'est-ce que se passe ? Les Champs-Élysées sont à feu et à sang, etc. » Et ça ne correspondait absolument pas à ce que je voyais. Après, j'ai vu BFM TV, j'ai vu une distorsion incroyable entre ce qui se racontait et ce qu'on pouvait penser qu'il s'était passé en regardant BFM TV et la réalité qui était pratiquement très très peu d'affrontements et par contre un très gros usage de gaz lacrymogène et quand même de canons à l'eau. Alors ça, je parle là du matin. Bon, jusqu'à 15h, la situation est à peu près restée celle-là, avec peut-être, on appelle barricades, ces 2-3 barrières de chantier qui ont été déplacées. On appelle barricades 2-3 palettes qu'on brûlait. Bon, il faut relativiser les choses. Il y avait un peu plus que des palettes. Un peu plus que des palettes. Allez, un peu plus que des palettes. Mais enfin, il y avait notamment une cabane de chantier. Oui, une cabane de chantier. Bon, ça c'est vrai, je l'ai vu, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est pas non plus une émeute majeure. Bon. Et après, effectivement, il y a eu sans doute plus de violence avec la tombée de la nuit. Et après la tombée de la nuit, il y a eu l'arrivée des casseurs immigrés, ou de certains casseurs immigrés. Donc ça, c'est différent. Mais c'était la communication des médias et du gouvernement à partir de 10h ou 11h du matin, elle est totalement fantasmagorique. Alors, il y a une communication donc à la fois sur les violences et puis aussi donc sur l'ultra-droite, c'est ce dont on parlait, en sachant qu'effectivement, malgré cette focalisation sur de la casse venant de l'ultra-droite, eh bien en fait, l'extrême gauche a revendiqué sur Facebook, sur diverses pages, cette casse. On a plein d'exemples, mais il y en a un qui est celui d'un groupe qui s'appellerait La Meute et qui déclare... Ce n'est pas, comme l'a affirmé Castaner à BFM, l'extrême droite qui est à l'origine des barricades et des affrontements sur les champs. Non pas qu'ils en prennent la responsabilité, mais pour eux, ce n'était pas l'extrême droite. Donc c'est quelque chose que les journalistes auraient pu savoir. Et puis finalement, j'ai envie de dire que même Christophe Barbier a fini par reconnaître que l'ultra-droite ne menait pas la danse. On va regarder la vidéo tout de suite. C'est faux, c'est partiel en tout cas, c'est biaisé, c'est partiel et c'est partial. Oui, il y a de l'extrême droite parmi les gilets jaunes, en tant qu'électeurs, en tant que militants. Oui, bien sûr, il y avait aussi des casseurs d'extrême droite, mais il y avait aussi beaucoup de casseurs d'extrême gauche, comme chaque fois, les fameux Black Blocs, et il y a aussi de l'extrême gauche parmi les gilets jaunes. Donc il ne faut pas essayer de résumer les gilets jaunes à un mouvement d'extrême droite. Et donc vous parliez du rôle des casseurs. Eh bien, les casseurs, ils sont effectivement venus plus tard. Ils étaient issus des quartiers sensibles. C'est ce que déclare Linda Kebab à BFM TV lorsqu'elle dit, en citant des sources sérieuses, qu'ils étaient composés essentiellement de groupes venant de banlieue. Et c'est quelque chose qu'on voit également dans divers reportages qui ont été effectués, notamment celui d'une youtubeuse appelée Marie Saint-Filtre, qui a réalisé donc plusieurs prises d'images et interviews avec des casseurs. On va voir tout de suite. Moi, je suis là juste pour le fait. Tu casses un peu? Ouais, voilà. T'es là pour la rigolade aussi, non? Ouais. Moi, quand il y a la merde, je suis là. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce que ça vous intéresse, tout ça? Outre cette vidéo de la youtubeuse Marie Saint-Filtre, eh bien, il y a également un grand angle de BFM TV qui a été consacré à la question des casseurs et qui interroge l'un d'entre eux. Moi, je suis pas là pour les gilets jaunes. Je suis là tout simplement pour casser, pour
pour tout défoncer ici, c'est tout simplement. Moi, j'ai pas d'idée, je viens des banlieues, on vit la misère dans les banlieues, on a toujours des problèmes avec la justice, et aujourd'hui, on vient se venger, c'est tout. Oui, alors on peut observer quand même que les vrais casseurs tardifs en tout cas, n'ont pas été interpellés. Alors pourquoi ? Sans doute parce qu'ils sont plus difficiles à attraper que le type de 30 ans qu'on est à sa première manif, l'Européen de 30 ans qu'on est à sa première manif, il est plus facile à attraper que le vrai casseur. Ça, c'est une raison un peu technique, il faut se placer du point de vue du gars qui fait le boulot. Et puis, ça n'intéressait évidemment pas le gouvernement de montrer que, comme d'habitude, la casse venait des banlieues ou de l'extrême gauche. Voilà. Alors malgré l'évidence que les casseurs n'étaient pas, en tout cas uniquement des gilets jaunes, mais pour beaucoup des membres de l'extrême gauche ou des casseurs venus de banlieue, eh bien Monsieur Nunez, sur RTL, face à une journaliste qui aurait pu être un peu plus pugnace, eh bien minimise complètement le rôle de l'extrême gauche. On l'écoute tout de suite. Mais c'est assez classique, c'est une constante de l'ordre public, notamment à Paris. Quand l'ultra-droite fait dégénérer une manifestation, il se débrouille toujours pour allumer la mèche, monter aux violences et puis ensuite disparaître pour éviter d'être interpellé. On en revient à l'ultra-gauche ? On en a vu des manifestants qui portaient des signes anarchistes. Nous travaillons à identifier les individus qui ont participé à ces violences. Et on ne peut pas complètement exclure qu'en fin de manifestation, on ait pu avoir des militants de la mouvance ultra-gauche. Mais tout ça mérite d'être confirmé. Et pourtant, ce sont les groupes dits d'ultra-droite qui ont été menacés de dissolution. Et maintenant, passons au zapping. Vous avez donc supprimé les témoignages de gilets jaunes qui disent « Nous avons essayé nous-mêmes de nous opposer à ces casseurs qui sont venus essayer de dissiper et de perturber notre manifestation qui est une manifestation pacifique. » Ils l'ont dit, et ce témoignage-là, je ne le vois pas malheureusement diffusé ce soir. C'est dommage. Si on les a aussi les témoignages. Donc Sofia Chikirou a fait sur sa page Facebook, et là ça m'a mis quand même en colère, parce qu'il y a une sorte de délitement aujourd'hui de la parole publique. Sofia Chikirou, c'est pas n'importe qui, puisque c'est la communicante proche de Jean-Luc Mélenchon, et elle a eu un rôle assez important durant la campagne présidentielle. Que dit-elle ? « Je ne parviens pas à ressentir de compassion sincère pour ces journalistes, leur niveau de corruption mentale, leurs mensonges et la désinformation qu'ils nous imposent sont autant d'éléments qui justifient la colère. » Pour équilibrer les choses, regardez effectivement des gilets jaunes qui étaient sur place et qui disent le contraire de ce que dit Laurent Nunez. On les entend aussi, il n'y a pas de problème. C'est un groupe de casseurs, quoi. C'est clair et net. Mais qui n'était carrément pas dans la manifestation, quoi. Sans gilet, sans rien. Jean-Christophe Lagarde. Merci, moi je vois de m'avoir écouté. Moi je vois pas du tout, c'est normal. Et je pense que tes spectateurs doivent apprécier. Mais d'où tu sors, d'où tu parles, c'est qui t'a élu, toi? Tu parles d'où? Personne ne m'a élu. Alors pourquoi tu te permets sur le... Pourquoi tu te permets quand on met quelqu'un en cause, quand on met quelqu'un en cause, il a le droit de répondre. Et pourquoi vous vous permettez de le tutoyer déjà? Non, allez, arrêtez. Le respect commence par là. Éric Rouet est mis en cause, il répond. Allez-y. Donc en fait, sur 5% des blocages qui va mal se passer, vous allez définir le blocage en lui-même en entier, c'est ça? Donc sur la population, il va y avoir 5% de voleurs, toute la population va être des voleurs, c'est ça? On voit chez les Gilets jaunes beaucoup de femmes. Oui. Beaucoup de femmes qui sont aux avant-postes, qui prennent la parole, qui sont... Vous avez raison de le faire remarquer. C'est frappant parce qu'il y a peu de mouvements sociaux, peu d'organisations syndicales, pour ne pas dire aucune, peu de partis politiques, en fait aucun, qui soient capables comme cela de laisser en tout cas se présenter comme des militants ou des meneurs, des femmes à peu près autant que les hommes. Ça ne se compte pas comme ça, mais enfin c'était très frappant à chaque fois dans les reportages. Non, Lucas, je suis avec lui, je suis Stéphane. Avec là, la section à droite. Avec parfois des scènes de guerre. Il n'y a pas eu de mort sur les Champs-Élysées, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Donc que fait Benjamin Griveaux? Il utilise ce qu'on appelle en rhétorique une hyperbole, c'est-à-dire une exagération volontaire de son propos pour le dramatiser, pour lui donner de la dramaturgie. Et derrière, effectivement, il y a une stratégie argumentative qui consiste à disqualifier le mouvement dans son ensemble. Ce manifestant qui samedi fait en direct un signe de la main devant une caméra, aussitôt interprété par ce compte Team Macron comme un salut nazi. Une députée de la majorité, Naïma Mouchou, partage elle aussi sur Twitter cette image. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Arrête, Macron! La députée qui a diffusé cette fausse nouvelle avant de la retirer est pourtant rapporteure de la loi contre la manipulation de l'information. Un comble.
Ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune. Ce que fait Gérald Darmanin, encore une fois, c'est une stratégie de disqualification. C'est-à-dire qu'il ramène la la mobilisation populaire de samedi, plus de 100 000 personnes dans la rue, à ce qui s'est passé à Paris sur les Champs-Élysées. Il ramène ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées aux seuls casseurs qu'il y avait. Il ramène ces seuls casseurs à ceux qui parmi eux appartiennent à l'ultra-droite, et il ramène cette ultra-droite à l'hitlérisme, au Troisième Reich. C'est absolument inacceptable en termes argumentatifs, inacceptable. Les journalistes, en général, et ceux des chaînes d'information continue, sont très habitués à rendre compte de manifestations encadrées, initiées par des centrales syndicales ou par des partis politiques, dans lesquels ils ont leurs contacts. Sauf que là, il y a eu un véritable effet de curiosité. C'est-à-dire qu'ils se disaient, mais c'est qui ces gens? Et du coup, il y a eu sans doute plus de temps consacré aux bloqueurs, du fait que pour la première fois sans doute de leur carrière, nombre de journalistes voyaient des gens qu'ils ne connaissaient pas, dont ils n'avaient pas le numéro de portable dans l'appareil. Alors on parle de la violence faite aux journalistes. Et je la condamne. Je la condamne. Non mais vous avez la violence que les journalistes nous font, quand BFM TV pendant toute une journée dit que je suis accusé de viol, que mes enfants voient ça, que ma femme voit ça, et que ça aboutit à un classement sans suite pour absence d'infraction. Est-ce qu'ils se rendent compte de la violence dont ils sont capables, eux? Donc vous êtes en train de me dire que la mafia a racketté Johnny en le menaçant de révéler une supposée homosexualité? Il y avait des photos. Alors moi j'ai connu un garçon qui s'appelait Philippe Carbone, je l'ai connu au Maroc. White féministes, vous êtes complices! 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 Lui était homosexuel, alors c'était une vraie petite folle. Mignon comme. Mais attention, on ne peut pas dire une petite folle. C'était une petite folle. Non mais on peut pas dire des choses comme ça. On peut pas dire. Voilà, c'était une personne qui avait une orientation sexuelle. Il était homosexuel. Ouais. Je ne parle pas de Johnny, je parle de Philippe Carbone. Non, mais j'entends bien. Oui, mais c'est les propos, c'est pas très jeu, c'est pas. Ah mais c'est lui-même qui disait je suis une petite folle. Bon d'accord, très bien. Ok, d'accord. Ok, on avance. Bon, alors, un zapping évidemment très riche, avec une petite note humoristique à la fin, avec le conflit des féministes nord-africaines qui explique que les white féministes, en français dans le texte, sont coupables du blancriarcat ou du patriarcat. Enfin bref, elle nous amuse un petit peu finalement, voilà. Mais il y a le masochisme qui fait que des jeunes féministes blanches, je crois, obligées de reprendre le slogan des féministes racistes maghrébines ou africaines, c'est vraiment des gens qui ont la tête un peu à l'envers. Dans les choses un petit peu humoristiques aussi, il y a notre ami Viktorovitch, qu'on critique parfois, qui là est assez bon. Il faut dire qu'il défend la France insoumise et il le fait pas mal en remettant les choses en place quant à la désinformation gouvernementale dont on a déjà parlé sur les événements des Champs-Élysées. Et puis, une chose aussi très intéressante, c'est la mise en cause par les journalistes de Jean-Yves Camus. Qui est Jean-Yves Camus ? C'est un chercheur spécialisé depuis très longtemps sur ce qu'on appelle l'extrême droite. Il vient des milieux antiracistes, enfin, entre guillemets, mais c'est un homme qui essaye de comprendre un petit peu les choses. Et là, il a dit, le problème des journalistes, c'est qu'ils n'ont pas le téléphone des gens qui organisent les manifestations et ils ne savent plus quoi faire. Ce qui est tout à fait vrai. Les journalistes, ils vivent quand même un peu dans la connivence, avec les gens de pouvoir, avec les partis, avec les syndicats. Et là, ils ne connaissent pas. Ils sont mal à l'aise. Ils ne comprennent pas. Il a dit ça. Les journalistes lui sont tombés dessus en meute. Comme quoi, il est interdit de critiquer les journalistes, même quand on est un homme qui est quand même habituellement considéré comme un fafologue, si vous me permettez le néologisme, réputé. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de critiquer, même quand on vient des bons milieux, on n'a pas le droit de critiquer la sacro-sainte caste journalistique. Nous, heureusement, on n'a pas ces pudeurs sur Immédiat. Très joli aussi, cette députée... La République En Marche, qui a été rapporteur de la loi sur les fake news, de la loi de censure sur les fake news, qui en a commis une superbe en relayant l'argument selon lequel un manifestant, un gilet jaune, aurait fait le salut nazi,
alors que ce brave homme faisait le salut romain Ave Macron par dérision. Eh bien, voilà une belle fake news. Il faudrait quand même que là, le parquet se penche là-dessus, là, tout de même. Je pense qu'il va le faire très, très rapidement. Dans les délires, on a aussi les délires sur les scènes de guerre. Il n'y a pas eu de scène de guerre à Paris. Encore une fois, une palette ou même une cabane de chantier qui brûle, c'est pas tout à fait une scène de guerre. D'ailleurs, cette expression a été tout à fait dénoncée par un certain nombre de journalistes qui sont près des Champs-Élysées ou qui étaient près des Champs-Élysées. Je pense à Béatrice Houchard ou je pense à Anne-Elisabeth Moutet, qui ont dit non mais arrêtez, il faut quand même pas exagérer les choses. Un petit bon point pour le politologue Régnier, qui note qu'il y a beaucoup de femmes dans ces manifestations, peut-être plus d'ailleurs sur les barrages, mais peut-être un peu moins sur les Champs-Élysées, encore qu'il y en avait. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Bah oui, effectivement, ça émane... c'est une manifestation, un mouvement qui émane directement du peuple. Et dans le peuple, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Et puis c'est un mouvement qui est quand même centré un peu sur les fins de mois. Et les femmes sont aussi concernées par cela. Enfin bon, c'est un bon point de le noter. Un bon point aussi, vous voyez là, je suis généreux, un bon point pour Jean-Alain Lacapelle du Rassemblement national qui oblige les journalistes à sortir un témoignage de Gilets jaunes disant que si un péage a été brûlé, ce n'est pas eux qui l'ont fait, mais des gens cagoulés qui sont arrivés d'ailleurs. La moindre des choses, quand il y a un événement de ce type, c'est que les journalistes donnent les deux points de vue, qu'ils donnent le point de vue du ministère de l'Intérieur et de M. Castaner. Même Castaner, c'est un joueur de poker, il a gagné sa vie en mentant, donc il continue. Bon, mais qui donne le point de vue de M. Castaner, M. Gastamer, pourquoi pas, mais il faut aussi donner l'autre point de vue. C'est ça l'équilibre, c'est ça l'information, c'est la confrontation des points de vue, c'est pas le point de vue unique. Merci Jean-Yves. Passons au deuxième sujet, les médias face au peuple. Globalement, les journalistes et les gilets jaunes se regardent un petit peu en chien de faïence. On va regarder une vidéo tout de suite. Depuis le début du mouvement, les agressions envers les journalistes se multiplient. Ils sont devenus la cible de certains gilets jaunes qui leur reprochent un traitement partiel de l'information. Alors les principaux intéressés sont évidemment au courant de cette animosité réciproque et on a pu voir lors de la manifestation des gilets jaunes du 24 novembre sur les Champs-Élysées, des journalistes avec des gardes du corps et ayant enlevé les couleurs de leur chaîne sur leur micro ou leur caméra. Donc c'est un fait qui est assez intéressant à noter. Alors pourquoi cette méfiance des journalistes ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs agressions ou faits de violences au moins symboliques contre les journalistes. On va voir tout de suite la vidéo d'une journaliste qui a été prise à partie par des manifestants. Il y a une deuxième personne donc, qui déclenche un peu tout ça et qui pareil, me dit mais on vous veut pas ici, vous dites que des mensonges, vous dites jamais la vérité. Ils étaient je pense une centaine à être autour de moi, à me crier littéralement dessus sans que je puisse en placer une en fait. J'ai reçu 2 crachats. À un moment j'ai eu envie de fondre en larmes, vraiment j'avais les larmes qui me montaient. Jamais j'avais ressenti ça avant, une telle humiliation, une telle haine. Oui, alors elle pleurniche pour pas grand-chose quand même cette journaliste. Elle a été prise à partie, c'est pas agréable. Enfin, elle a pas reçu de coups, elle a pas. Bon, simplement ils lui ont dit que parce qu'elle faisait une profession un peu méprisable. Bah oui, journaliste à BFM TV, c'est sûr que c'est pas génial. Ils lui ont dit avec violence quand même. Ils lui l'ont dit avec une certaine force, on va dire. Voilà. Mais c'est rien du tout par rapport aux agressions que subit par exemple un journaliste, un reporter indépendant comme Vincent Lapierre, qui lui se fait casser la gueule et casser son matériel. Ça, c'est vraiment des agressions condamnables. Je n'ai jamais vu les journalistes des médias mainstream se solidariser avec Vincent Lapierre, parce que comme il doit appartenir au camp du mal, on ne le soutient pas. Et c'est autre chose que cette malheureuse jeune femme qui a été un petit peu contestée. Bah oui, mais faut assumer aussi, faut accepter de recueillir une certaine hostilité quand on est soi-même hostile aux gens auprès de qui on va travailler. Alors il y a eu d'autres affaires d'agression. On a eu à Béziers une affaire de personnes qui rentraient dans les locaux de journalistes. On a également à Toulouse une équipe de BFM TV, une équipe de CNews qui ont été poursuivies par des manifestants, qui ont été obligés de se réfugier dans une boutique.
Donc on a quand même des cas qui montrent qu'il y a une animosité entre les gilets jaunes et les journalistes. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi cette haine? Et on a par exemple Boulevard Voltaire qui pose tout simplement la question, si les gilets jaunes n'aiment pas les journalistes, peut-être faut-il se demander pourquoi. Alors pourquoi, c'est la grande question. Avant de vous donner la parole, Jean-Yves, sur peut-être une explication à ce pourquoi, j'aimerais vous donner une preuve que les journalistes, eux aussi, s'interrogent, puisqu'on a un article du Parisien intitulé « Journalistes agressés, pourquoi certains gilets jaunes haïssent-ils les médias ?» Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'en est presque humoristique finalement, c'est que l'auteur de cet article, 2 jours plus tard, il publie un nouvel article sur les gilets jaunes. Cette fois, il ne se demande plus pourquoi les médias se font agresser, mais il a éplucher les profils Facebook des porte-paroles des Gilets jaunes dans l'optique très claire, dans le but de chercher un like, un partage, une publication qui puisse tout simplement le ramener au camp des nauséabonds. Voilà. C'est assez humoristique. Alors, on voit très bien ce journaliste fait semblant de se dire « Mais pourquoi ces Gilets jaunes ne nous aiment pas ?» Et lui-même fait des articles militants, parce qu'il va chercher est-ce que tel ou tel n'aurait pas eu telle ou telle sympathie politique avant. Évidemment que les gens, quand ils ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils peuvent avoir eu des sympathies politiques avant. Donc il va faire un article militant. Et je crois qu'effectivement, l'hostilité, oui, dont bénéficient, peut-on dire, les journalistes de la part des Gilets jaunes, s'explique assez facilement parce que globalement, les médias défendent dans cette affaire le point de vue du gouvernement, défendent le point de vue du pouvoir. Voilà. Et comme les Gilets jaunes manifestent contre le pouvoir, eh bien, ils s'en prennent un petit peu aux gens qui représentent le pouvoir. C'est tout à fait normal. J'ajoute que qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme aujourd'hui? On apprend non pas à distinguer le vrai du faux, mais à distinguer le bien du mal, et à combattre le mal et à défendre le bien. C'est ce qu'on leur apprend. On leur apprend à être responsable. Quand on dit quelque chose, quand on choisit des images, il faut le faire de manière responsable. Par rapport à quoi? Par rapport au politiquement correct. Alors évidemment, des gens qui vont être dans une manifestation politiquement incorrecte, ça ne va pas bien se passer avec les journalistes. C'est malheureusement normal. C'est malheureusement normal. Je crois d'ailleurs que il faut savoir que quand il y a des changements politiques, des bouleversements politiques, une des catégories qui souffre le plus, c'est la catégorie de journalistes. À la chute du communisme, les journalistes des journaux communistes, ils ont eu des soucis. Bah oui, il y en a qui se sont retrouvés au chômage, etc. À la Libération, en 1944, la corporation qui a été la plus épurée, ça a été aussi les journalistes. Brasillac a été fusillé en tant que journaliste. Voilà. Donc, il y a une certaine hostilité contre les journalistes quand ils portent la parole du pouvoir, quel que soit le pouvoir. Quel que soit le pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, les journalistes portent la parole du pouvoir, portent la parole de la superclasse mondiale, portent la parole politiquement correcte. Et bien évidemment, ça suscite une certaine hostilité de ceux qui ne sont pas politiquement corrects. Ça peut se comprendre. Et puis il y a le porter la parole au sens littéral du terme, puisqu'il y a des journalistes qui ont fini par atterrir au porte-parole de l'Élysée ou du ministère de l'Intérieur. Donc, vous avez tout à fait raison, Nicolas. On a Bruno Roger-Poty qui a été porte-parole, puis finalement ils l'ont un peu écarté, mais il est encore dans le système à l'Élysée. Et puis alors, il est conseiller mémoire. Conseiller mémoire, c'est dire. Et puis alors ça ne s'invente pas, mais ça devrait faire hurler le porte-parole du ministère de l'Intérieur, est un journaliste de BFM TV. Il y a moins d'1 an, il était encore un journaliste à BFM TV. Alors évidemment, il a assez facilement l'oreille de ses anciens confrères. Après, il ne faut pas s'étonner que les manifestants ne soient pas fanats de BFM TV. Passons au tweet de la semaine.
Bon, il y a pas mal de tweets intéressants. On apprend notamment que M. Delpech, le préfet de police, il veut dissoudre les identitaires, non pas du tout parce qu'ils ont participé ou ils auraient participé à des violences, parce que c'est pas le cas, mais parce que ils sont contre l'immigration, contre ce qu'il appelle le vivre ensemble. Donc c'est un motif idéologique. C'est-à-dire que la conception qui se fait de l'ordre public, c'est que c'est le respect du politiquement et de l'idéologiquement correct. C'est extraordinairement inquiétant. Police de la pensée, police tout court, police politique, on ne sait plus trop quoi, on ne sait plus trop ce qu'il en est. Bon, dans le même esprit, alors les journalistes de l'Express protestent un petit peu parce qu'on veut mettre à leur tête Monsieur Jeannet, qui est un militant spécialiste du numérique, donc reconnu du numérique, mais aussi militant de la République En Marche. Alors ils doivent trouver que c'est quand même un peu trop visible, qu'il faudrait peut-être être un peu plus discret. Et puis qui retrouve-t-on aux 70 ans du journal du dimanche? Eh ben, Monsieur Benalla. Alors c'est assez marrant parce que c'est extraordinaire. Monsieur Benalla, il est soi-disant exfiltré, il a soi-disant disparu, mais il est invité dans tous les bons cocktails, dans tous les endroits où il faut être vu. Alors là, il a rencontré plein de ministres, il a même rencontré un ancien président de la République, Monsieur Sarkozy. La vie est belle pour Monsieur Benalla, finalement. D'autant qu'il a a priori discuté longuement avec Richard Ferrand. Donc je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Eh ben voilà, mais ils avaient sûrement des sujets de conversation. Voilà. Alors, nouvelle assez amusante, on vous en avait parlé, amis internautes, à l'époque où Hervé était encore à votre place, Nicolas, de l'Eurovision. L'Eurovision sélectionne des chansons pour le politiquement correct, et on avait sélectionné, la France avait sélectionné une chanson, Madame Monsieur, qui visait à faire larmoyer à propos de l'Aquarius. Eh bien, Madame Monsieur, ils sont obligés d'interrompre leur tour de chant parce que les salles sont vides. Ça prouve le décalage incroyable entre ceux qui essayent de faire l'opinion et l'opinion. Voilà. Dernier point, mais là on est presque dans la politique avec ce tweet. C'est ce qui s'est passé à la France Insoumise, où il y a eu un arbitrage entre une ligne, on va dire, plus républicaine, plus souverainiste, et une liste communautariste immigrationniste. Et c'est la ligne communautariste immigrationniste qui l'a emporté à la France Insoumise chez Mélenchon, pour une raison d'ailleurs extrêmement simple. C'est pas la peine d'aller chercher des raisons idéologiques majeures. C'est que tous leurs députés, à part M. Ruffin, sont élus des banlieues de l'immigration, et donc ils vont faire la politique des banlieues de l'immigration. Voilà. Ça s'appelle le clientélisme. Dernier point, il a été reproché aux vedettes, aux stars, je ne sais pas comment on doit dire, de ne pas avoir pris parti, aux célébrités, de ne pas avoir pris parti pour les Gilets jaunes. Et c'est vrai que autant ils sont capables de se mobiliser pour toutes les causes, pour la nuit debout, pour l'Aquarius, etc. Là, les Gilets jaunes, c'est pas leur tasse de thé. Bien qu'ils vivent des impôts des Gilets jaunes aussi, avec toutes les subventions qu'ils reçoivent. Mais passons. Alors il faut quand même signaler 3 exceptions. Dubosc, Paul Naref mais Brigitte Bardot, qui a revêtu son gilet jaune, ce qui est plutôt sympathique. Et qui lui allait très bien. Passons au 3e sujet. Macron, cible des médias internationaux. Les rédactions du monde entier ont eu les yeux tournés vers les Champs-Élysées ce 24 novembre dernier, avec plusieurs médias français qui ont noté que le traitement international de cette manifestation des Gilets jaunes était très important et souvent en défaveur d'Emmanuel Macron. On va le voir tout de suite avec cet article du Parisien intitulé « La manifestation des Gilets jaunes vue de l'étranger, Paris brûle-t-il ?» Même son de cloche sur 20 minutes avec un article intitulé « Gilets jaunes, la presse étrangère raille Emmanuel Macron ». Sur Courrier International, eh bien évidemment, le sujet a été traité du point de vue des médias internationaux, avec une reprise de l'article de Die Welt, le journal allemand, titré « Colère jaune contre le président Macron », où l'on voit que le quotidien allemand prend plutôt le parti de Jacqueline Moreau, la Bretonne, qui avait lancé en partie la mobilisation des Gilets jaunes. Et puis, on a également un article titré « Gilets jaunes, la colère sans intermédiaire » qui nous vient du Royaume-Uni, où l'on apprend tout simplement que le gouvernement français se trouve en prise directe avec le peuple. Et puis, toujours Courrier International, qui note que pour les médias étrangers, le discours de Macron a été un mea culpa insuffisant face aux Gilets jaunes.
Et puis en Hongrie, eh bien, Emmanuel Macron a été globalement violemment attaqué. C'est intéressant de regarder ce cas de plus près. On a d'abord un média plutôt proche de Soros, George Soros, le média Index, qui titre « Des gaz lacrymogènes dispersés à Paris » et qui fait un compte-rendu plutôt neutre, plutôt factuel, mais en minorant la casse et en minorant la colère des Français. Par contre, le son de cloche est évidemment différent dans les médias qui sont réputés plus proches du gouvernement. On a par exemple le média Origo qui titre « L'intervention de la police a été exceptionnellement violente lors des manifestations à Paris » et qui attaque gentiment mais sûrement Emmanuel Macron. On a également le média 888 qui titre « Manifestation nationale contre Macron, le président ne comprend pas les difficultés de la population ». Donc c'est un titre engagé, un traitement engagé de l'information. Et puis on a le média Pestis Rakok qui titre, je ne vais pas vous lire le hongrois, mais finalement la traduction signifie que les Français n'apprécient pas Macron et que de nouvelles initiatives, de nouvelles manifestations paralysent la France. Donc on a un traitement qui est différent selon l'angle des médias, mais globalement en Hongrie comme dans le reste du monde, on a une attaque quand même plutôt forte d'Emmanuel Macron qui est confronté à une crise en France. Oui, absolument, mais je note que le cas de la Hongrie, c'est une presse assez pluraliste, puisqu'il y a une presse pro-Orban, une presse anti-Orban, une presse pro-Soros, une presse anti-Soros. C'est pluraliste, sachant qu'Orban est quand même démocratiquement élu, ce qui n'est pas le cas de M. Soros. Mais enfin, il y a les deux points de vue. C'est ça la diversité. C'est normal qu'il y ait deux points de vue. Ça manque un peu en France. Effectivement, eh bien Jean-Yves, ça va être la fin de ce numéro immédiat qui a été dédié très largement aux Gilets jaunes. Merci d'avoir commenté l'actualité médiatique de la semaine avec moi. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos informations, vos retours à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans. Et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. Avec un coup de chapeau quand même avant la fin. Ah, eh bien écoutez, allez-y. Un coup de chapeau pour vous, Nicolas, puisque vous avez pris le costume, vous avez repris le flambeau d'Hervé, vous avez pris le costume et voilà, c'est assez vite finalement, puisque vous êtes à votre troisième, quatrième émission, je pense. Voilà, donc maintenant nous allons partir pour de nouvelles aventures. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour ce coup de chapeau inattendu, à la semaine prochaine.